Bonjour à tous. À l'issue d'une réunion extraordinaire du Conseil politique du RHDP le 12 mars dernier, Amadou Gon Coulibaly a été désigné candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. Pas de surprise, Gon Coulibaly, c'est le fidèle des fidèles d'Alassane Ouattara, député, ministre d'État, maire, secrétaire général de la présidence de la République, Premier ministre. Cet homme de 61 ans a gravi presque tous les échelons. Cependant, sa désignation ne fait pas l'unanimité. Les ambitions, par exemple, d'Albert Mabry-Touakeus, qui est donc l'actuel ministre de l'enseignement supérieur, et également de certains cadres du parti, le RHDP, sont autant d'éléments qui pourraient donc s'ériger sur la route d'Amadou Gon Coulibaly pour la présidence. Alors, Gon Coulibaly, meilleur joker du RHDP pour l'élection d'octobre prochain, c'est le thème que nous mettons donc en débat sur cette émission Angle de vue, mesdames et messieurs. Et pour nous aider à creuser le sujet, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, écrivain, expert en communication politique. Merci donc d'accepter notre invitation. Merci, c'est un plaisir. Voilà, en face de vous, nous avons également M. Bruno Aromagnan-Gaou. M. Bruno, bonjour. Bonjour. Merci aussi d'accepter notre invitation. Vous êtes, vous, consultant politique. Merci donc d'être sur ce plateau pour nous aider donc à mener le débat. Et justement, la première question, c'est à vous, M. Bruno Aromagnan-Gaou, que je l'adresse. Amadou Gon Coulibaly, on sait que, voilà, un fidèle des fidèles, je le disais il y a quelques instants, le président Alassane Ouattara avait promis donc passer le pouvoir à un candidat de la nouvelle génération. Pour vous, est-ce qu'évidemment, il répond donc à ce critère d'homme de la nouvelle génération? Vous l'avez dit à l'entame de vos propos tout à l'heure, Amadou Gon Coulibaly, c'est quelqu'un qui a quand même la soixantaine révolue. Il est né en 59, il a 61 ans. Alors, nouvelle génération, peut-être oui, en considérant l'âge de ceux qui ont été les maîtres de la scène politique. Je parle de Bédié, je parle de Gbagbo, je parle de Alassane Ouattara, qui tous ont 75 ans révolus. Voilà. Donc en considération, je veux dire, à cette classe de dirigeants, ils pourraient apparaître comme jeunes par rapport à eux. Et Ouattara a été très clair dans son discours où il a renoncé à un troisième mandat. Il a dit que le pouvoir devrait revenir à une jeune génération, mais qui a appris auprès des aînés. Je pense que c'est important. Je pense que c'était déjà un indicateur et on peut dire que Gon Coulibaly a appris auprès de Ouattara. C'est un homme du sérail, c'est une vieille idylle, ils sont ensemble depuis très longtemps, depuis déjà une génération, on va dire, depuis plus de 30 ans. Donc, oui, en considération à cet âge, on peut le dire. Si on regarde les tests de l'Union africaine, qui dit qu'on est jeune de 15 ans à 35 ans, si on prend ce côté, on va dire non, c'est pas la jeune génération. D'accord. Monsieur Lamine Cissé, Gon Coulibaly est-il donc un candidat de nouvelle génération, comme le président Ouattara l'avait promis? Bon, génération, je crois que cette génération est également dans la continuité, hein, si je comprends bien. Parce que 30 ans de compagnonnage, le pouvoir d'État, c'est une autre réalité. Hein. Ouais. Ce monsieur, il est Premier ministre, ça fait 3 ans maintenant. Hein. Depuis 18 ans, il est ministre de la République. Et il ne faut pas oublier qu'il est le maire de Koroko depuis 2001. Ouais. Donc, c'est un homme, les gens disent qu'il n'est pas populaire, mais il est ancré dans la population. Donc, je crois que tous les atouts sont réunis pour qu'il puisse succéder. Ce n'est pas un problème de compétence ou un problème d'expertise. Il a une expertise, une expérience. Parce que 30 ans dans l'adversité et dans tous les moments difficiles, il était avec Alassane Ouattara. Donc ils se connaissent mieux. Maintenant, on me dira que la gestion de l'État, ce n'est pas de se connaître. Ouais. Mais je pense que Alassane Ouattara a ses raisons pour dire que c'est lui qui peut continuer. Quand on parle de jeune génération, je le rejoins. Ouais. Je crois que c'est de jeunes générations dans l'alternance dont on parle. C'est pas dans l'âge. Voilà, il ne fait pas forcément allusion à l'âge. Quand Ouattara dit par exemple jeune génération, nouvelle génération, est-ce que pour beaucoup, on ne pensait pas peut-être à un monsieur beaucoup plus frêle, peut-être la quarantaine, la cinquantaine? Non, c'est pour tout justement dire qu'il faut, ceux qui sont là depuis l'indépendance doivent vraiment aller à la retraite. Je crois que c'est plus simple que ça. Quoi. C'est ce qu'il voudrait dire, parce que les Bédié, les Alassane Ouattara, etc., ils doivent vraiment permettre une certaine alternance pour que
le pays puisse, n'est-ce pas, expérimenter d'autres expériences. Voilà. D'accord. Alors, on sait qu'il est le fidèle, on le décrit comme fidèle d'Alassane Ouattara. Vous-même, vous l'avez tout à l'heure sonné, près de 30 années de carrière politique dans son nom. Est-ce que c'est suffisant comme critère pour prétendre être donc le candidat du parti RHDP? Est-ce que c'est suffisant? Mais je crois que les appréciations peuvent être diverses. Hein. Dans le RHDP, il y a plein de compétences. Hein. Vous savez, quand il y a plein de compétences, le choix est souvent très difficile. Hein. Le choix est souvent très difficile. Et l'unanimité pose problème s'il y a beaucoup de compétences. Mais je crois qu'Alassane a ses raisons. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que le sujet le plus difficile des émissions que nous faisons, c'est ce sujet-là, particulièrement aujourd'hui. D'autant plus que nous analysons à travers nos expertises, nos expériences. Mais nous n'avons pas l'existant qui nous permet vraiment d'aller au fond. Parce que ce n'est pas de la géopolitique, ou ce n'est pas de l'économie, ou ce n'est pas la politique d'une manière générale. C'est à partir des hommes que nous voulons juger, à partir d'un parti que nous voulons juger. Donc je crois que je suis très beau juré, et je ne peux qu'abonder dans le sens de ce que Alassane Ouattara et de la compétence des hommes. Parce qu'il y a tellement d'hommes compétents au sein du RHDP, parce que c'est tout un tas de regroupements. C'est comme si vous me dites PDCI, il y a plein de compétences au sein du PDCI. Alors donc vraiment, moi je pense que laissons l'homme à l'œuvre. Il a été à l'œuvre, mais laissons l'homme à l'œuvre d'une façon indépendante. Parce qu'il est à l'œuvre Alassane Ouattara président. Mais Gon Coulibaly président, ça c'est une autre lecture que nous pouvons avoir après. Monsieur Bruno, est-ce que la fidélité est un critère suffisant pour prétendre donc être le candidat du RHDP dans ces conditions? Oui, la fidélité, la loyauté en politique, ça compte. Je voudrais dire suffisant, voilà. Ça compte. Ouais. Maintenant, si on se met dans le contexte ivoirien, si on regarde le RHDP, qui est une coalition de partis, on pense que le mode de désignation cause un peu problème. On pense qu'il y avait beaucoup de velléités, il y avait beaucoup de personnes qui aspiraient à diriger la Côte d'Ivoire après Ouattara, et c'était d'ailleurs les raisons pour lesquelles plusieurs partis se sont mis ensemble. Donc quand Ouattara veut passer la main, normalement il faut que toutes ces instances qui constituent le RHDP soient associées à la manœuvre. On pense qu'il aurait fallu un congrès extraordinaire ou un congrès ordinaire sur les textes le prévoyaient, mais tel que les choses se sont faites, je peux dire que Amadou Gon Coulibaly est plus le candidat de Ouattara que le candidat du RHDP. Oui, donc vous pensez, vous parlez sans doute de la question de l'unanimité. C'est vrai, il y a eu certaines voix qui s'élèvent et qui, sans doute, ne sont pas forcément d'accord. Oui. Mais est-ce que la majorité, quand même, au niveau de ce parti, n'adhère pas, si on sentit quand même à ces propos qui ont été donc rapportés, à cette désignation de Gon Coulibaly, selon vous? Alors, je reviens toujours donc à la coalition qu'est le RHDP pour dire que ce que nous pouvons regarder comme, je veux dire, existant, le factuel, c'est la levée des boucliers contre cette désignation. Ça veut dire qu'on n'est pas d'accord. Voilà, l'analyse que je suis prend en compte donc ces éléments pour dire que la désignation n'a pas fait l'unanimité. Mabry Touakus, vous le faisiez remarquer tout à l'heure, est monté au créneau. Kablan Duncan, il paraît en négociation, n'est pas d'accord parce que normalement c'est à lui que ça devrait revenir selon les accords tacites. Vous savez qu'après le RDS, c'était le PDCI qui devait prendre le pouvoir. Bédia a claqué la porte, il est parti. Duncan est resté, donc Duncan pense que d'ailleurs il a mis sur pied le PDCI Renaissance. Donc normalement, Bédier s'en va, mais le PDCI Renaissance pourrait prendre, n'est-ce pas? À Montano aussi qui s'en va, et ça nous dit exactement pourquoi il s'en va, mais depuis longtemps déjà, les clignotants présageaient de ce qu'il voulait aussi le pouvoir présidentiel. Donc je veux dire, quand on est dans une démocratie, on laisse le jeu se faire, tout simplement. Voilà, donc Alassane s'en va, il a occupé pour le compte du RDR la présidence dans cette coalition, et après son départ, c'est le RDR qui est encore positionné à travers la personne d'Amadou Gon Coulibaly. Donc je pense que ça craint. Monsieur Lamine Cissé, monsieur Bruno parle d'un candidat beaucoup plus fidèle, ou même le candidat beaucoup plus de Alassane Ouattara que du candidat du RHDP, allusion faite évidemment à ces voix dissidentes qui... Oui, moi, je crois que c'est une erreur d'analyse politique. D'autant plus que dans tous les pays, quand un président sortant désigne, ça ne peut jamais créer de l'unanimité, c'est pas possible. Dans un contexte démocratique, il n'y a jamais d'unanimité, il y a majorité. On parle de la majorité.
Prenons le cas du Sénégal, le président Senghor, c'est l'article 35. Il a donné le pouvoir sur un plateau d'or à Abdou Diouf. Le monde a évolué. Le président Mathieu Kérékou ici, le UBF, il n'avait pas de parti, il n'a pas soutenu quelqu'un d'autre. Mais Yaïboni est venu ailleurs pour... Quand Yaïboni partait, il a choisi un premier ministre. Ça n'a pas fait l'unanimité. Donc un président sortant toujours dans un pays, dans le parti, même si le parti est unique, ça c'est le rassemblement des oufettistes. Ouais. Je voudrais qu'on comprenne que dans ce rassemblement des oufettistes, il n'y a pas de compartiment. Dès lors qu'on accepte d'être dans le rassemblement, c'est le parti. Ce n'est pas un conglomérat. On ne peut pas dire à l'intérieur du parti, les autres ont quitté PDCI, donc il faut donner le pouvoir à eux. Alors les autres ont quitté RDR et les autres non. Si le parti se constitue comme ça, c'est une fissure. C'est-à-dire que ça ne constitue plus un parti. Mais il y a forcément des courants au niveau de ces gros rassemblements, parce que c'est quand même la gloire. Non, je ne refuse pas le courant. Ouais. Les courants de pensée dans les partis existent, même si le parti est unifié. Moi, je suis un révolutionnaire. Dans mon parti, il y a des courants de pensée qui éclorent. Mais ce courant de pensée doit être en cohérence avec la vision globale du parti. Ouais. Mais quand on dit RHDP, c'est là où l'erreur est faite. Alassane Ouattara a dit à Bégué, viens dedans d'abord qu'on constitue. Il dit non, avant d'aller dedans, il faut désigner chez moi. Mais quand il désigne chez lui, quel est le sens même là de se réunir? C'est ça le problème. C'est-à-dire que la division... ça pose un problème. Ce que je voudrais tout simplement dire est que Alassane Ouattara, quel que soit le choix qu'il fera dans le parti, l'unanimité ne peut pas se faire. Ouais. C'est la majorité qui va se dégager autour d'un candidat. Ouais. Ça, c'est réel. Parce qu'il y a tellement de compétences qui peuvent remplacer Alassane Ouattara. Ouais. Donc moi je dis, je ne suis pas alarmiste par rapport à cela, je dis que c'est l'ordre normal des choses. D'accord. Et est-ce que les conditions de la désignation, on a vu pratiquement Alassane a imposé son candidat, il n'est pas passé par une élection. C'est ce que vous dites. Pourquoi cette option? Vous avez dit imposer son candidat. Bon, ou semble imposer si vous voulez. Non, c'est-à-dire qu'en fait je ne pense pas que ce soit imposé. D'accord. C'est le choix de Alassane Ouattara qui gêne. Ouais. S'il n'avait pas fait le choix dès le départ, on n'aurait pas peut-être dit qu'il a imposé. Mais lui, il a fait le choix de dire, voilà, c'est ce que je vous propose. Ouais. Et que la grande majorité a applaudi. Gonkoulibaly et, comment dirais-je, Bakayoko même est venu pour dire que c'est le meilleur candidat, le meilleur profil. Mais après, on a vu 2 ou 3 personnes qui sont réservées par rapport à la situation. Mais c'est qui sont pas des moindres. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Si cela ne se fait pas, c'est qu'il y a de l'hypocrisie au sein du RHDP. C'est tout à fait normal. On ne peut pas avoir de l'unanimité totale dans un processus, surtout dans un parti politique. Les jeux, les alliances, chacun a des préférences, c'est tout à fait normal. D'accord. Monsieur Gouino, on sait quelques voix dissidentes au niveau du RHDP. Quels sont les impacts, disons, de ces personnalités qui s'en vont? Est-ce qu'elles sont de nature à pouvoir impacter, j'allais dire, agir, notamment sur le choix qui a été fait, selon vous? Je voudrais d'abord revenir sur la nature du RHDP. Le RHDP est né en 2004, en France, à Macoussis, à la faveur de la crise de 2002. Et ce parti naît avec un objectif immédiat, renverser Laurent Gbagbo. Cet objectif est atteint. Quand cet objectif est atteint, Laurent Gbagbo n'étant plus là, qu'est-ce que le RHDP, qui a été une machine politique construite à Paris pour détruire Gbagbo, devient? On pense donc que dans la progression normale, il faut aller à l'unification. Je voudrais dire, contrairement à ce que M. Cissé dit, que le RHDP n'a jamais été un parti unifié. Parce que quand il s'agissait maintenant de dissoudre toutes les composantes de cette coalition pour qu'on ait un seul parti qui justement va s'appeler RHDP, le PDCI a dit non, j'ai un héritage assez lourd que je ne peux pas brader. Bédié sort. Dans la foulée, Soro aussi qui attendait qu'on lui fasse la passe. Parce que Ouattara aujourd'hui, en parlant de jeune génération, nous dit que c'est grand, mais avant, il avait, face à Soro, fait un discours assez élogieux, où il avait dit qu'il fallait que ce soit les hommes de la trempe de Macron et de Justin Trudeau au Canada qui prennent les rênes du pouvoir. En ce moment, il faisait du chantage parce que Soro avait commencé sa dissidence. Vous comprenez un peu? Alors donc Soro se retire, et Soro, depuis qu'il est à l'extérieur,
avec beaucoup de déclarations, c'est de l'autorité publique, pour dire pourquoi est-ce qu'il est sorti du RHDP, parce qu'il pense que c'était à lui que revenaient les affaires. En tant que jeune, il a fait le boulot et c'est lui qui revient. Donc je me dis, à l'interne, le RHDP est resté avec quelques composantes. Il y a même des partis qui ont été scindés en deux. Le MFA, par exemple, a été scindé en deux. Une, elle est partie, le PDCI est parti, une autre partie est restée. Non, c'est pas vraiment le parti unifié qui est resté. Je voudrais d'abord signifier cela. Deuxième chose, le mot de désignation. On est en démocratie, on n'est pas en monarchie. Donc, quand Ouattara désigne un candidat, même dans sa propre famille, ça crée un problème. Et donc, l'impact, c'est que déjà, au sein de cette famille, il y a problème, mais en face, on semble ne pas tenir compte du FPI, qui lui aussi veut le pouvoir. On semble ne pas tenir compte de Soro, qui dit qu'il va venir bientôt au pays. On semble ne pas tenir compte de Blé Goudé aussi, qui a fait son congrès, qui dit qu'il est candidat. Donc, il y a toute cette ambiance. Moi, je pense que l'impact, c'est qu'on va continuer d'observer pour voir ce que ça... Tout de suite, on ne peut pas dire le réel impact. Mais les élections, c'est déjà dans quelques 6 mois, donc on verra bien. Monsieur Lamissé, deux questions. D'abord, est-ce que Ouattara, avec ce mot de désignation, est toujours l'homme démocrate, est toujours le démocrate en possédant de cette manière? Non, je suis en train de dire tout simplement... Le candidat du RHDP va sous la bannière du RHDP. Ça ne va pas sous la bannière du RDR ou du PDCI ou autre chose. Donc l'unité se pose à ce niveau-là. Je suis en train de dire que dès l'instant que vous acceptez de faire partie du rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, déjà, vous faites fi à votre appartenance politique. Vous êtes de la famille. On dit le rassemblement des oufouettistes. C'est une famille. C'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit, celui qui est dans ce grand rassemblement, c'est que déjà, tu acceptes que le jeu de la démocratie se fasse à l'interne. Maintenant, tu es en train de dire que est-ce que c'est un mode de désignation démocratique? Mais j'ai dit, pour moi, c'est démocratique parce que l'ensemble, c'est-à-dire que la grande majorité, ce jour, était pour la candidature. Il y a que quelques... Oui, ça aurait été peut-être une élection pour beaucoup plus taire les divergences qu'on n'aurait pas. Même si vous organisez une élection, les divergences ne vont pas se taire. C'est ça le sens, la vitalité même de la démocratie, c'est la contradiction des idées. Parce qu'il ne peut jamais avoir une unanimité autour d'un candidat lorsqu'il s'agit d'un président qui sort. Si Alassane Ouattara était candidat à sa propre succession, l'unanimité se fera tout de suite autour de lui parce qu'il s'agit de lui. Il n'y aura pas de problème. Mais dès lors que lui, il dit je ne suis plus candidat à rien, les vérités commencent. Alors Alassane Ouattara, il est parti très rapidement. S'il ne va pas très rapidement, la division serait beaucoup plus marquée. Si il laissait le temps au temps avant de désigner formellement un candidat, mais ça va créer un problème. Le problème, vous allez voir des velléités. Beaucoup de gens vont quitter, chacun va affirmer que je veux. Sur le terrain, ça va se remarquer même. Chacun montrera que je suis le meilleur candidat. Donc, il a pris le taureau par des cornes pour taire certaines velléités et créer l'unanimité autour de... D'accord. Alors on a parlé de Gon Coulibaly, comme d'expérience, près de 30 années dans les ACAN, dans l'ombre de Ouattara. Mais est-ce que Lamine Cissé, il n'est pas beaucoup plus bureaucrate, je voudrais dire? Est-ce qu'on ne voit pas beaucoup plus l'homme technocrate, toujours à la présidence, que l'homme politique, capable de pouvoir tenir après Alassane Ouattara? Mais est-ce que Alassane Ouattara était un homme politique quand il venait? Il était plus technocrate, bureaucrate que tout. Mais on sait aussi dans les ACAN depuis 90. Non, je suis en train de prendre des exemples, parce qu'il y en a tellement d'exemples. Est-ce que Yahi Boni en venant était un homme politique? C'était un technocrate. Mais c'est pas ça. Le problème aujourd'hui, c'est le bilan de Alassane Ouattara. C'est l'impact des actions d'Alassane Ouattara qui vont accompagner le candidat. Forcément. Parce qu'en fait, ce n'est plus Gon Coulibaly. Ce n'est plus Gon Coulibaly. Alors là, je crois que c'est la notoriété d'Alassane qui est en jeu et l'ensemble de la classe RHDP qui est en jeu aujourd'hui. Ok? Gon Coulibaly est notre candidat, mais qui est Gon Coulibaly? J'ai dit Gon Coulibaly, de notoriété, l'expertise est là et son ancrage au sein de la population est là. Celui qui est maire depuis 2011, qui est maire de Korogo, c'est une ville quand même que l'on connaît. Très bien. Donc il a un ancrage social. Il a un fief
Donc, c'est quelqu'un qui a d'abord l'existant. Et en plus de cela, tout ce qui l'entoure, les Bakayoko, etc., Alassane Ouattara lui-même, sa personnalité, parce qu'il ne va pas croiser les bras pour faire élire son candidat, ce n'est pas possible. D'accord. Monsieur Bruno, c'est vrai, il a l'expérience, Gon Coulibaly, mais aura-t-il, j'allais dire, les coups de franche pour conduire? Est-ce qu'on ne va pas beaucoup plus l'homme de papier, l'homme de bureau? C'est la question que je posais tout à l'heure, monsieur Idamine Cissé. Bon, je voudrais dire que Gon Coulibaly est vice-président du RDR. Il est membre du comité central depuis que le parti est créé. Il est membre du bureau politique. Donc Ouattara, président du RDR, qui donne le flambeau à un militant du RDR dans une coalition de partis où il y a d'autres obédiences politiques, je continue de dire que ça peut poser problème. Alors, oui, c'est un homme de dossier. C'est un homme de dossier, c'est un technocrate. Mais je voudrais dire que les technocrates à la tête de nos États, on a bien vu aussi leur parcours. Il n'a pas suffi que ces personnes-là viennent des institutions internationales, des institutions financières, pour être de meilleurs présidents. Donc, il n'y a pas de mutation d'un technocrate qui devient homme politique. Ça n'a jamais existé. Le technocrate est resté technocrate. Je veux dire, les exemples abondent. Il a parlé de chez nous ici, mais bon, Yahi Boni, c'est vrai, est venu. On a vu un peu son action sur le terrain, mais dans le fond, il reste un technocrate, il reste un homme de dossier. Vous savez que quand vous accédez aux affaires, vous vous entourez de personnes qui ont l'expertise pour gérer, tout simplement. Et pour le travail politique, le travail de terrain, vous vous associez aussi avec des leaders, n'est-ce pas? Donc c'est comme ça que les coalitions naissent. Je veux dire simplement que Gon, s'il doit diriger la Côte d'Ivoire demain, si ça doit arriver, il va forcément faire appel à des leaders, à des hommes charismatiques, à des hommes de terrain. L'histoire nous a démontré. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous dites Gon Coulibaly, c'est difficile de mettre un visage sur la personne. Depuis 2017, il a commencé à apparaître sur les écrans. En tant que Premier ministre, on a commencé à connaître Gon Coulibaly. Mais c'est un nom qu'on entendait depuis longtemps, vous comprenez? Mais on ne sait pas qui c'était. Vous dites Sorogium. À n'importe lequel des enfants à Abidjan, quelle que soit, je veux dire, la situation sur le territoire, on connaît Sorogium, on connaît Blé Goudé, on connaît Gbagbo. C'est des hommes de terrain, c'est des hommes politiques, c'est des hommes charismatiques. Bon, donc je veux dire par rapport à cela, il va falloir manœuvrer pour Gon, pour qu'il puisse associer sa technicité, je veux dire, à l'impact politique qu'il devrait avoir. D'accord, monsieur Lamine, je voudrais quand même lui faire comprendre que la politique est une science. La politique, c'est un apprentissage. La politique, c'est le militantisme. La politique et la technocratie sont très différents. Un technocrate peut être un homme politique, un homme de terrain. Mais un technocrate qui n'a jamais fait la politique, il est ignorant. Il y a ce qu'on appelle des analphabètes en politique, il y en a plein. Nous avons tellement de technocrates, de cadres, d'universitaires qui sont des analphabètes en politique. La politique, c'est un apprentissage, c'est un militantisme. La politique, c'est les études de la situation socio-culturelle des pays. La politique, c'est l'ancrage au sein des populations. Alors, un technocrate qui est loin de tout cela, en matière de gestion technocrate, quand il vient au pouvoir, il peut le faire, mais il sera en déphasage avec les réalités du terrain. La politique est une science. Moi, j'ai milité quand j'ai 17 ans. Je suis un révolutionnaire. Mais 17 ans, j'ai milité. Jusqu'à présent, je suis dans le même parti politique. J'enseigne la politique. Parce que les gens ignorent ce que c'est que la politique, d'une manière générale. On a tendance à lier la politique à du mensonge, à du verbiage, à tromper les gens. Non. Forcément, c'est ce que les politiques ont projeté comme image. La politique, c'est par la politique que les peuples mangent bien, ils sont vêtus, ils sont éduqués, ils sont enseignés, ils sont sécurisés. Donc vous pensez que Gon est un technocrate, mais qui a également un... C'est ce que je te dis. J'ai dit il a un vécu. Quand j'ai dit tout à l'heure là qu'il a été maire depuis 2001, il est maire de Korogo. On ne peut pas être maire de Korogo et ne pas avoir un ancrage socio-culturel à bas, c'est pas possible. On ne peut pas être pendant 30 ans RDR avec tous les problèmes vécus, etc. et ne pas avoir une expertise politique et ne pas avoir une vision politique même de son pays. C'est-à-dire que la vision politique, c'est un tout. Économique, social, culturel, c'est un tout. Ok? Je prends l'exemple sur le président Soglo. Quand il a été parachuté de la Banque mondiale en tant que Premier ministre, et les 5 ans, pourquoi il a échoué? Parce qu'il a heurté les susceptibilités socio-culturelles des Béninois. Il n'était pas un homme politique.
Il était un technocrate. Et il a voulu gérer le pays comme on gère une institution financière. Et il a échoué. C'est aussi simple que ça, quoi. Donc, il ne faut pas banaliser l'action politique. Il ne faut pas essayer de combiner qu'un technocrate peut être un bon... Non. Le technocrate qui est un bon politicien, c'est que d'abord, il est bien entouré. Il a écouté les gens. Et aussi, il a un ancrage social. Yaïboni, naturellement, vous avez vu son parcours. Il est du bas peuple. Il a grandi dans le bas peuple. C'est ce qui l'a beaucoup aidé. Et il a été entouré parce que c'est les autres partis politiques qui sont venus lui dire fais ça. Mais par ailleurs, ça ne veut pas dire que quand tu prends un politicien, tu le mets au pouvoir et tu prends un commerçant, un grand commerçant ou un homme d'affaires qui vient, qui ne connaît rien, mais il va chambouler tout. On a vu par ailleurs où on chamboule parce qu'on n'écoute personne. D'accord. Monsieur Bruno Aromangayao, c'est vrai, on a vu Ahmed Bakayoko affirmer ouvertement au cours de ce conseil, par exemple, qu'il pense que Grand Coulibaly est quand même le meilleur. On connaît très bien un peu sa proximité avec Ouattara. On connaît aussi, il y a quelques mois, notamment ses ambitions. Est-ce que ces propos qu'il dit reflètent évidemment ce qu'il pense? On n'est forcément pas en lui, mais est-ce que vous pensez que Bakayoko, quelque part, est très sincère dans ce qu'il dit? Le maître a parlé. Ouattara a parlé. Donc autour de Ouattara, ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas rentrer en dissidence ne peuvent qu'applaudir son choix. Voilà. Donc je pense que c'est naturel pour un homme de la trempe d'Ahmed Bakayoko de vouloir lorgner vers le fauteuil présidentiel. C'est aussi un homme de Sérail. On parle de Grand Coulibaly, mais c'est déjà depuis que Ahmed Bakayoko est président des étudiants au Burkina Faso qu'il commence à se rapprocher d'Alassane Ouattara. Donc c'est aussi quelqu'un qui est là depuis longtemps. Donc je veux dire, il y a les discours en politique qu'on peut prendre en première lecture. Et puis en seconde lecture, on peut se poser des questions, de savoir est-ce que lui, Ahmed Bakayoko, c'était son choix? Est-ce qu'il était d'accord avec le mode de dévolution? Est-ce que ce discours est sincère? Je pense qu'on ne peut présager que de la sincérité de ce discours dans les jours à venir, dans les semaines à venir. On regardera bien ce que le terrain va nous renvoyer comme un message. Maintenant, permettez que je revienne un peu sur ce que Cissé disait. Moi, je prends Grand Coulibaly comme un héritier. Vous savez que le patriarche Bompé Leforo Coulibaly, qui est son grand-père, a été l'homme à faire, l'homme de main d'Houphouët-Boigny. C'est celui-là qui a rassemblé le nord de la Côte d'Ivoire, chef suprême des Sénoufos, et qui a mis, je veux dire, le nord de la Côte d'Ivoire pratiquement dans les mains d'Houphouët-Boigny. Donc, il est maire de Korogo, c'est vrai, mais aussi, il y a dans cette famille qui est à l'origine PDCI, d'autres personnes qui ont milité dans d'autres partis. Le directeur de campagne de Laurent Gbagbo pour les élections de 2000, qui a été aussi comme ministre de l'Agriculture, directeur de cabinet de Laurent Gbagbo, est aussi fils de Grand Coulibaly. Et vous savez que les élections de 2000 dans le nord de la Côte d'Ivoire ont posé problème parce que justement, on a pensé qu'au nord de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu élection. Parce que si tant il est vrai que ce parti était très fort, il y avait un ancrage socio-culturel, comme il le dit, c'était pas là qu'il devait avoir tous les cafouillages. On pense que dans cette zone, il y a eu beaucoup de cafouillages parce que le PDCI, avec Laurent Donafologo, qui avait rejoint Laurent Gbagbo, avec des hommes comme Gon Coulibaly, pas Gon Coulibaly, Malik Issa Coulibaly, fils du chef suprême des Sénoufos, que Korogo n'était pas entre les mains du RDA. Du RDA, d'accord. Monsieur le ministre, on va quand même réagir sur la démission, par exemple, du ministre, disons, de chef de la diplomatie ivoirienne, le ministre Marcel Amon-Tano, qui est donc parti dans la foulée. C'est vrai, une démission qui intervient quelques jours après cette désignation. Il est vrai officiellement, il a rappelé un peu ça, le Haut envers Ouattara n'a officiellement rien dit. Est-ce que vous pensez que ce sont peut-être des prémices déjà, disons, à ce qui pourrait arriver au niveau du RHDP? Non, ça peut amener à penser que c'est le mécontentement. Mais ça peut être autre chose aussi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est très difficile pour moi d'analyser ça. Ça peut être, c'est-à-dire son impact, ça peut amener à dire qu'il y a une division au sein de la classe autour du président Ouattara suite à la désignation. Mais ça peut être d'autres motifs. Maintenant, je laisse le temps, parce que c'est avec le temps que nous pouvons mieux analyser cela, puisqu'il n'a rien dit pour le moment. Avec le temps, on verra si ce que nous disons c'est réel ou pas. Ou pas, d'accord.
Sa démission pour vous, prémisse par rapport à ce qui pourrait donc arriver, le ministre, voilà, Marcetano, M. Bruno Amoyangao. Pour moi, c'est le diplomate qui a parlé. Et le diplomate, il a arrondi toujours les angles, la politique, il avance toujours à pas futer. Donc, il fait d'abord un premier discours. Est-ce que c'est le dernier? Est-ce qu'il y aura d'autres discours? Ben, on attend de voir. Je voudrais rapidement dire quelque chose sur Amontano Marcel. Il faut dire que quand Ouattara arrive en Côte d'Ivoire et que Houphouët s'en va, il y a une guerre de succession. Et je pense qu'Amontano est dans la logique de la guerre de succession des héritiers d'Houphouët-Boigny, parce que l'une des personnes qui va imposer Ouattara dans la machine PDCI, c'est Philippe Grégoire Yassé, qui est le parrain d'Amontano Marcel, n'est-ce pas? Et donc qui va militer pour que ce soit Ouattara qui prenne le pouvoir au décès d'Houphouët-Boigny. Les choses ne se passent pas bien. Bédier réclame que constitutionnellement c'est lui qui revient en force. Et donc Amontano, dans la machine du RDR, est le garant des intérêts de Philippe Grégoire Yassé. Donc je pense que ce n'est pas quelqu'un de neutre dans la machine. Il est là depuis et je pense que pour lui aussi dans sa tête, ça doit sonner que bon, le temps est venu de pouvoir essayer de monter aussi au créneau. D'accord. On va analyser un peu les chances à présent de Grand Coulibaly. C'est vrai, il est désigné, quelques voix se sont donc élevées, sans doute, on ne peut pas exiger l'unanimisme au niveau de partis politiques, mais a-t-il réelle chance, sans doute avec son parrain, le filleul, est-il suffisamment badé, M. Bruno, pour pouvoir gravir tous les échelons et notamment aller s'installer à la présidence? Bon, je pense que le RDA a quand même une trentaine d'années, je veux dire, d'occupation du terrain politique en Côte d'Ivoire. Donc ils ont une bastion électorale, ils ont des militants, donc c'est une force à ne pas négliger. Ce qui ferait sa chance, c'est qu'il y ait beaucoup d'actions pour, je veux dire, réunir les fils, les militants du RDR autour de cette candidature. Parce que justement, si le climat reste en l'état, ça sera un peu compliqué. Parce qu'il ne faut pas compter aussi, il ne faut ne pas compter sans les autres organisations politiques qui sont là et qui veulent aussi le même fauteuil présidentiel. Monsieur Lamine, c'est chance? Bon, moi je pense que c'est le RHDP. Ils ont une machine électorale. Oui. Il parle du RDR, vous parlez du RHDP. Bon, je parle de l'existant. Je crois qu'ils ont une machine électorale et puis ils ont une expertise électorale. Ça fait 10 ans qu'ils sont au pouvoir. Et je pense que c'est très important pour la suite. D'accord. Alors, cette désignation, est-ce que ça pourrait avoir des impacts, par exemple, sur la candidature, par exemple, de Bédier, qui reste toujours dubitatif? Il avait dit, voilà... Je crois que Bédier il a beaucoup à gagner en renouvelant, en ayant confiance aux jeunes compétents. C'est-à-dire qui procèdent à la désignation. Oui, aussi, parce qu'en fait, Bédier, dans la classe politique, son impact dans la conscience populaire va être très négatif. Très négatif. Parce qu'en fait, Bédier, ce sont ses petits-fils qui sont dans la politique maintenant. Et je pense que dans l'étape actuelle de l'évolution sociopolitique de la Côte d'Ivoire, tu sais, Bédier, il est loin du pouvoir il y a longtemps. C'est pas maintenant. C'est depuis son problème avec Gbagbo, il est déposé jusqu'à présent. Il n'a pas accès. C'est pas maintenant qu'il peut avoir les ressources, pas les moyens d'accéder au pouvoir, non. Mais s'il veut vraiment créer une renaissance au sein du PDCI, c'est de renouveler la classe politique PDCI et d'avoir confiance à un successeur, un jeune, et qui soit derrière pour l'appuyer. D'accord. Et sur Gbagbo, sur Soro, non, mais les Gbagbo déjà il est éliminé d'office. Gbagbo, il y a un procès qui l'attend. Mais la chambre d'appel n'est pas encore rendue. Non, je ne parle pas de... Vous parlez de 20 ans au niveau local. C'est différent, parce que là c'est au niveau de la BOAD et de la BCAO. Parce que du braquage de 2004. Voilà, exactement. Ils ont été condamnés pour ça. Et ça, ce dossier-là, face au dossier-là, Gbagbo n'a pas de chance pour être candidat. D'accord. Monsieur Bruno, il faut être réaliste, quoi. D'accord. Sur les impacts... Maintenant, Soro lui-même, il s'est éliminé lui-même. Pourquoi? Soro? Oui. Il s'est éliminé. Pourquoi Soro n'a pas été un stratège politique. Il est trop pressé. Et ensuite, on ne peut pas, n'est-ce pas, être dans une alliance de combat de longue durée. Tu as été Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Toi, tu as été chef de guerre, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Tu as hérité de ce pouvoir-là. Soro, s'il est milliardaire aujourd'hui, c'est parce que c'est son passage.
Aujourd'hui, tu ne peux pas... Si tu veux quitter le RHDP, moi, en tant que politique, je quitte le RHDP dans la paix et le calme. Je mène mon combat politique sans pour autant... Mais le fait qu'il quitte, et ensuite, il dit à Alassane Ouattara et son groupe, vous êtes mon ennemi à abattre. Parce que le fait d'aller à l'extérieur du pays, aller serrer la main à Blé Goudé, aller faire le show avec Gbagbo, mais ça lui a été fatal. Mais on a tiré sur lui. D'accord. On l'a éliminé d'office. C'est-à-dire qu'il n'a pas été un stratège, il manque de conseillers politiques. Parce qu'en fait, sur le plan même de l'impact social, il y a une incohérence. Tu ne peux pas mener une guerre contre des personnes, contre la méthode de gouvernance des personnes, après 3000 morts. Tu reviens pour dire vraiment... Parce que tu veux le fauteuil présidentiel. Tous tes principes avant là, les principes n'existent plus. Hein. D'accord. Ok, d'accord. Monsieur Bruno, on va revenir sur les impacts, notamment la désignation de Gon. Est-ce que vous pensez peut-être que Bédié va abandonner sa candidature? Est-ce que de ce fait, Alassane Ouattara les a peut-être surpris? Je veux parler des candidats de sa génération. Oh, je voudrais dire qu'il y a une sociologie politique en Côte d'Ivoire. Ouais. Et il ne faut pas systématiquement comparer les exemples. Je vois aux États-Unis un certain Joe Biden, un Bernie Sanders, cheveux tout blanc, en train de se battre contre quelqu'un aussi qui n'est pas un enfant et qui veut prendre le pouvoir. Ça ne gêne pas, c'est la plus grande démocratie, c'est l'européenne. Nous avons une histoire. Et je pense qu'il ne faut pas aller très vite comparer nos 60 ans d'indépendance à des gens qui sont en train d'expérimenter plus de 2 siècles, n'est-ce pas, de démocratisation. Bédié n'a pas encore dit qu'il renonce. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que ça gênerait. C'est lui, je veux dire mon contradicteur, qui vient de Fort-Clos, Laurent Gbagbo, parce qu'il est en procès, mais je pense que Laurent Gbagbo, pour le moment, est candidat. Oui, et s'il n'est pas candidat, je pense qu'il va désigner, un candidat. Je pense qu'en 2015, le FPI a renoncé d'aller aux élections. Cette fois-ci, ils sont en train de se battre. Vous savez que dans la bataille, le secrétaire général du FPI a appelé à boycotter, sinon à aller revendiquer les cas d'identité. Et aujourd'hui, normalement, à l'heure où nous parlons, il doit être à la police parce qu'il a été convoqué. Donc, ils sont en train de se battre sur le terrain parce que justement, ils veulent ce pouvoir. Alors, rien ne l'empêche. Le procès de la BCAO, on sait que Oui, mais il y a quand même une condamnation, on va invalider. C'est un simulacre, c'est rien. Ouais. C'est rien. Mais reste qu'il y a une décision qui existe pour le moment. Gbagbo Laurent a été acquitté. Gbagbo Laurent a été acquitté. Et donc, quand il a été acquitté, c'est 1300 pages. De documents donc volumineux pour dire que tout ce qui a été avancé contre lui n'a pas eu un début de preuve. Oui. Non, monsieur, nous parlons de deux dossiers différents. Vous parlez il parle de la BCAO et il dit que Gbagbo a été condamné pour casse de la BCAO et que pour cela il ne peut pas être candidat. Je dis qu'il y a plus que ça parce que le cas de la BCAO rentre dans l'armada des mais reste que des quand accusations. Il y a une condamnation, votre casier judiciaire. Non, c'est rien. Simone a été amnistié. C'est un militant qui parle. Simone a été amnistié, c'est pas un problème. Donc, en tout cas, on verra. C'est pas une demander à Soro qui a cassé la BCAO. Les peines ne sont pas effacées pour le moment. Bon, en tout cas, on parle de l'existant. Peut-être que pour nous parlons de l'existant. Demandez à Soro qui a cassé la BCAO. Il y a eu des écrits sur la BCAO. Il y a eu des témoignages. Il y a eu des témoignages sur ce qui s'est passé au niveau de la BCAO. Donc, je veux dire, tout ce qu'il y a eu comme simulacre de procès, on sait ce que c'est. Voilà, mais vous permettez, monsieur Lamine. Alors, et sur la candidature de Soro et peut-être de Blé Goudé, est-ce que ça pourrait avoir un impact? Moi, je pense que Ouattara doit ouvrir le jeu, laisser ces personnes-là rentrer au pays. Il fut lui-même un exilé qui est rentré au pays, lui aussi, pour candidater à la candidature. Je pense qu'il faut laisser les Ivoiriens choisir. S'ils pensent, comme mon vis-à-vis vient de le dire, qu'il a abattu un bon travail et qu'il a élevé le niveau de vie en Côte d'Ivoire, qu'il a un bilan inattaquable, c'est dans les urnes qu'on doit savoir qu'il a fait du bon boulot et que Soro, Blé, et Laurent Gbagbo et tout autre candidat ne résisterait pas face à son bilan assez élogieux. Donc il faut laisser le jeu se faire, tout simplement. Quand on a confiance, mais bon, on ne rentre pas, je veux dire, dans ces complications pour bloquer les autres à l'extérieur. Il faut les faire rentrer. Monsieur Lamine, Non, vous savez, c'est le problème de la BCAO. Vous savez,
quand les résultats, le monde entier a dit tu n'es pas candidat, la signature du président a été retirée. C'est en ce moment qu'il a menacé de créer le franc CFA. Mais finalement, le manque d'argent, c'est lui qui avait toute la puissance publique en ce moment. Il est allé attaquer la BCEAO, c'est très clair, on sait que c'est lui. Bon, maintenant, je crois qu'il a été condamné, oui, parce que je parle de la justice. La justice s'est sévie par rapport à ça. Maintenant, s'il y a d'autres personnes qui sont impliquées, la justice, je crois que apportera des éclairages. Maintenant, là où il a terminé, là, c'est là où je suis. Parce que moi, à mon humble avis, ce que je voudrais est que tous les fils et les fils de la Côte d'Ivoire se réunissent en Côte d'Ivoire. Gbagbo rentre, tout le monde rentre. J'aurais souhaité cela, moi, personnellement. C'est ça qui est... Ne parlez pas au conditionnel, souhaitez-le, franchement. Non, c'est-à-dire qu'en fait, je le souhaite. Oui. La situation n'est pas dans ma main. Si c'est dans ma main, j'allais créer les conditions de réconciliation, de réelle réconciliation nationale. Merci. OK? Pour que tous les fils rentrent et que ceux qui se sont cachés la gueule avant là, qu'ils sachent que c'est la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai suivi l'interview de Blé Goudé sur France 24 hier. Ce qu'il disait, c'est qu'il a terminé en beauté en disant que plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Je crois que cette guerre-là a fait prendre conscience, n'est-ce pas? Non seulement la classe... Pourquoi vous l'appelez la guerre Ouattara? La guerre en Côte d'Ivoire, on parle de la crise en 2010. Non, pas de guerre Ouattara, ça c'est la guerre Gbagbo. Il faut voir les causes de la guerre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas analyser les effets. Analysons les causes. Qu'est-ce qui a amené la guerre? Il faut éviter que ces mêmes éléments amènent la guerre. C'est ça, moi, mon problème. J'ai dit, je suis d'accord avec Blé Goudé qui disent qu'il faut plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Et si cela n'est pas que slogan et que c'est une réalité, et que les Ivoiriens, par A ou B, ils finiront par s'entendre, par s'asseoir sur la même table et faire avancer la Côte d'Ivoire. C'est ce que je souhaite vraiment, de vive voix, quoi, vraiment. Que pensez-vous? Ça, là, je te rejoins. Maintenant, on fait des analyses. Je sais que toi, tu fais des analyses partisanes, mais moi, je suis neutre dans cette affaire-là. Je te le conseille. Que pensez-vous, chacun choisira de prendre la parole, par exemple, de ces analystes qui estiment quand même qu'après l'acquittement, sous réserve peut-être de la décision de la Chambre d'appel, ce qui est arrivé à Gbagbo, après quand même les 10 ans de Ouattara, pour quand même ramener la réconciliation au-dessus des Ivoiriens, il faut quand même permettre aussi au FPI de reprendre un peu le flambeau, pour davantage apaiser les gens. Donc moi je crois que il faut laisser, c'est-à-dire que moi mon problème est qu'il faut que le processus électoral soit transparent et laisser le peuple ivoirien choisir. Moi je ne crois pas à donner à l'autre. Parce que ce qui s'est passé, par exemple, le sujet sur lequel nous débattons aujourd'hui, c'est le rassemblement des fouettistes là. Ouais. La manière dont on a choisi Gon Coulibaly, ça ne me gêne pas. Mais ce qui me gênerait est que si le processus électoral n'est pas transparent, si on ne permet pas à l'opposition, n'est-ce pas, d'être traitée également, si vraiment il y a des zones d'ombre dans... Vraiment, moi ça me gênerait énormément parce que je souhaiterais que le peuple ivoirien, si c'est Gon Coulibaly qu'il choisisse, au lendemain des élections, que vraiment tout le monde applaudisse. Parce que c'est faisable. Dans un pays, si vous voyez après les élections, qu'il y ait des contestations violentes, c'est que le processus n'a pas été transparent. Nous avons vu ici le président Rawlings, c'était un militaire. Quand il est à la démocratie, son empreinte est jusque-là. Jusqu'à présent, au Ghana, est-ce que tu as vu contestation électorale? Mais un président, tu fais 5 mandats, le peuple te renverse parce que le processus appartient au peuple qui le manipule. Donc c'est ce que nous voudrons avoir en Côte d'Ivoire et partout ailleurs, pour que nous arrêtons, n'est-ce pas, ces conflits post- ou pré-électoraux, qu'on arrête cela, quoi. Donc le consensus ne peut être fait qu'autour de cela. Tu as dit quelque chose qui est très important. Je crois que Alassane Ouattara est en train de penser les lois de la grâce, amnistier les gens, tout ça là, pour que vraiment que la Côte d'Ivoire puisse vraiment continuer à respirer. Parce qu'on ne peut pas continuer à maintenir une partie de la classe politique qui ont fait 30 ans, 40 ans dans le combat politique à l'extérieur du pays. Ça ne peut pas se faire. Mais, Monsieur Boulin, on regarde aussi la question de la réconciliation. Est-ce que, toujours le candidat de ce sérail, on va finir visiblement à ce niveau rapidement, quelques secondes. Est-ce que ça permettra de ramener la réconciliation en Côte d'Ivoire?
Souhaitons que Ouattara, pour une fois, accepte de jouer la carte de la réconciliation. Depuis qu'il est aux affaires, ça a été compliqué, il n'en a pas voulu du tout. Il y a eu les rapports de la commission sur la réconciliation. Beaucoup, voilà, autant d'éléments. Mais merci à vous, malheureusement, vous savez, nous sommes pris un peu par le temps. Merci à vous, donc, monsieur Bruno Aromangayaou, merci donc d'être passé ici. Vous êtes consultant en politique, merci d'être ici. Vous étiez donc en face de monsieur Lamine Cissé, qui est aussi un écrivain expert en communication politique. Merci à monsieur Lamine Cissé aussi. Le thème, c'était donc Gon Coulibaly, est-ce que c'est le meilleur joker pour le RHDP? Voilà, ce sera tout pour ce débat. Voilà, à la prochaine pour un autre numéro de l'émission Angle de Vue. Au revoir.